Bom dia a todos. Muito bem-vindos ao 22º Simpósio da Infância e Adolescência e quarto encontro da observação de bebês, método Sterbic, da SPPA. São todos muito bem-vindos. Meu nome é Anete Blaia Luz, eu sou analista de data da SPPA e vou coordenar essa nossa reunião, que tem 1h30 de duração. A gente tem o prazer de receber a doutora Rosela Sandri, em francês. Eu já vou apresentar a nossa convidada, mas primeiro eu gostaria de dar alguma orientação para o nosso público. Gente, nós vamos ter uma tradução feita pela Vanise, que é a nossa tradutora oficial e é excelente, e a Vanise vai estar falando numa cabine. Ali temos duas línguas. Embaixo, na tela de vocês, vocês encontram um globo. Clica naquele globo e escolhe uma língua, né? É muito melhor ficar numa língua só. A minha sugestão é que vocês escolham português e não mexam mais nisso. Porque quando a Rosela falar em francês, a Vanise vai estar traduzindo e as perguntas a Vanise também vai estar nos passando as respostas em português. Então, ali embaixo tem um globo. Na hora de fazer perguntas ou na hora de escutar a conferência, clicar no globo e vai aparecer as duas línguas. Optem pelo português, que é a nossa sugestão, e fiquem no português o tempo todo. É evidente que se alguém quiser assistir em francês, tem ali também a opção, tá? Quando nós abrirmos para as perguntas, eu vou pedir que as perguntas sejam no máximo de 2 minutos. É só levantar uma mãozinha, que também tem aí na base de... Na coluna de ferramentas de vocês, tem uma mãozinha, levantar, clicar uma vez que ela aparece para nós e fica na lista por ordem de chegada. Nós vamos estar chamando 2 perguntas de cada vez. Eu vou apresentar a nossa convidada, então. A doutora Rosela Sandri é doutora em psicologia e psicanalista infantil e de adultos em Bruxelas, na Bélgica. Em sua trajetória profissional, o treinamento em observação de bebês, segundo o método Sterbic, foi de fundamental importância. Ela tem ensinado este método de treinamento por vários anos na Bélgica, França, Itália e desde 2008 também no Senegal. Do ponto de vista da formação psicanalítica, ela pôde se beneficiar de várias supervisões, sendo a mais significativa para ela a supervisão com Donald Meltzer, durante os seminários no Grupo de Estudos e Pesquisa Psicanalíticos para o Desenvolvimento Infantil e do Bebê em Paris. Ela publicou vários artigos sobre observação de bebês e 4 livros, incluindo O Bebê e Seu Berço Cultural, a observação do bebê segundo Sterbic em diferentes contextos culturais, a partir de seu trabalho com psicanalistas africanos, e também o livro Pensando com Bebês, que foi também traduzido para o italiano e que há uma boa possibilidade que também seja traduzido para o português pela nossa coleção, a coleção da SPPA. Ela é presidente da Associação Internacional para o Desenvolvimento da Observação de Bebês, de acordo com o Sterbic. Rosela, é um prazer te ter aqui e a palavra é toda tua. A doutora Rosela vai ter de 45 a 50 minutos para a sua apresentação e depois a gente abre para perguntas. Eu volto a frisar, quem está entrando agora, que, por favor, busque o ícone, que é um globo, na base de ferramentas e clique ali para a opção do idioma. E não fique transitando de um idioma para o outro, que vão se atrapalhar. É melhor escolher um idioma. Nossa sugestão é que fique no português, porque a gente tem uma excelente tradutora trabalhando conosco. Contigo a palavra, Rosela. Oui, eh bien, merci beaucoup Annette. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après la séance de hier qui a été très intense et qui a permis de commencer cet échange entre nous. Eh bien, aujourd'hui, je vais continuer la présentation d'une partie de mon travail, une partie très importante, qui concerne l'observation du bébé dans une autre culture.
En effet, depuis 2008, nous avons mis en place au Sénégal la formation à l'observation du bébé dans sa famille, avec une attention particulière au contexte culturel sénégalais dans lequel se développe le bébé. Au Sénégal, face à une demande qui ne cesse de progresser, les professionnels de la petite enfance et de la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent sont confrontés à des structures qui sont largement insuffisantes et à une forte exigence de formation. Parallèlement, existe aussi un besoin de créer des liens entre la richesse d'un savoir traditionnel de la société sénégalaise, où la place du bébé et de l'enfant est très valorisée, et d'autre part, une demande de formation qui se veut respectueuse de ses racines culturelles. La formation à l'observation du bébé que nous avons introduite au Sénégal essaye donc de répondre à cette demande de formation en intégrant le savoir traditionnel sur le bébé et la dimension culturelle dans laquelle il grandit. Donc, ce qui caractérise notre expérience au Sénégal, c'est, on pourrait dire, la création d'un nouveau modèle de formation dans lequel nous donnons beaucoup d'importance aux liens que nous pouvons faire entre le développement du bébé dans sa famille et son berceau culturel. C'est la raison pour laquelle nous nous arrêtons souvent au cours d'une observation pour penser à la signification de certains rites ou coutumes qui apparaissent à tel ou tel autre moment de l'observation. Dans les groupes d'observation du bébé au Sénégal, la discussion à partir du matériel d'observation prend souvent une dimension qui va au-delà de l'exploration psychique du développement du bébé pour toucher des thèmes qui sont de plus en plus vastes. Nous pouvons découvrir, grâce au matériel d'observation, par exemple, les liens entre les rites traditionnels et les croyances qui ponctuent la vie de la famille et de l'enfant dès la naissance jusqu'à l'adolescence. Chaque participant amène donc ses associations, parfois en évoquant des aspects qui sont liés à son fonctionnement familial, groupal, institutionnel. Cela donc amène une vision plus large des phénomènes psychiques en les inscrivant dans leur contexte culturel et dans leur humus culturel. Cette formation à l'observation du bébé a pu être aussi introduite plus récemment dans un cadre universitaire en 2017 avec la création d'un diplôme universitaire, un DU, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans ce nouveau cadre, les participants, qui sont une quinzaine, sont tous engagés dans une observation soit du bébé dans sa famille, soit dans une situation professionnelle. Ces groupes de travail se réunissent 5 fois par an et nous travaillons d'une manière très intensive pendant une dizaine de jours. Il s'agit donc d'un temps qui est très dense et très intense. Très vite, au cours de ces séminaires, les participants ont montré une grande implication émotionnelle dans l'expérience d'observation. Chacun d'eux participe à l'élaboration du matériel d'observation avec une grande richesse d'associations qui peuvent toucher parfois des aspects aussi personnels. Au cours de l'observation,
L'observateur est donc contenu par le groupe de discussion du séminaire qui, un peu comme une grande famille, élabore avec lui le matériel d'observation. À ce propos, nous donnons beaucoup d'importance aux synthèses de discussion qui sont faites par les participants et qui sont lues au début de chaque session de formation et qui nous permettent de faire des liens avec le matériel des séances précédentes. Ces synthèses sont d'autant plus importantes parce que le temps entre les séminaires est quand même assez long. Ce que je voudrais souligner, c'est que la dimension groupale est essentielle dans notre modèle de travail. Au début, nous avons travaillé dans une case de forme arrondie, qui fait partie d'un centre de jour pour enfants à Dakar, et les participants sont disposés en cercle. Toutes les observations du bébé sont présentées au groupe et cela donne l'impression d'être réunis comme en famille autour d'un bébé. L'observateur nous fait partager ses pensées, ses émotions et nous avons l'impression progressivement d'entrer dans la famille du bébé et d'en connaître les membres. Puisqu'il s'agit souvent de familles très nombreuses, il est parfois difficile de se repérer parmi les différents membres de la famille, auxquels s'ajoutent souvent les voisins et les visiteurs. Nous pouvons faire un lien à ce propos avec ce que le bébé lui-même pourrait ressentir lorsqu'il doit essayer d'intégrer toutes les personnes qui gravitent autour de lui. Dans ce monde qui est riche de relations, de mouvements, de couleurs différents, chacun donc prend une place qui semble bien s'harmoniser avec l'ensemble, comme dans une chorégraphie dans laquelle la danse et la musique se marient. Je me suis demandé, au cours de mon expérience sénégalaise, si le bébé n'a pas ce même vécu au sein de sa famille, comme s'il vivait dans une enveloppe riche et dense qui se tisse autour de lui. Un des observateurs sénégalais nous faisait remarquer lors d'une observation où le bébé était seul avec sa maman, qu'il semblait étonné et à la recherche d'autres présences autour de lui. Cela m'amène à penser aussi que les notions de solitude et de proximité se constituent de manière très différente par rapport à notre culture. Comme vous savez, Winnicott parlait de la capacité de l'enfant d'être seul en présence de l'autre. J'ai l'impression que dans des cultures comme celle africaine, comme celle du Sénégal, il s'agit plus d'être avec l'autre et de se construire une famille ou un groupe interne qui entoure et porte l'individu à chaque moment de sa vie. C'est peut-être aussi cette question-là qui explique la toute-puissance qui est attribuée au regard et au besoin de s'en protéger. Comme si le monde interne avait d'autant plus besoin pour se constituer d'être protégé du regard de l'autre et d'une forme d'envie primitive et prédatrice qui me semble aussi un élément important dans la vie des groupes, mais qui peut se transformer rapidement en sentiment de solidarité et d'appartenance au groupe. Alors, au cours de ces expériences d'observation, les observateurs ont trouvé assez facilement une famille qui accepte l'expérience de l'observation.
Je pourrais même affirmer qu'ils n'ont pas eu plus de difficultés que les observateurs dans nos cultures occidentales, dans lesquelles souvent les observateurs doivent attendre longtemps avant de trouver une famille disponible. Toutefois, je pense qu'une difficulté supplémentaire pouvait venir des observateurs eux-mêmes qui, après avoir franchi la première étape, celle de trouver une famille, devaient amener leur expérience au groupe de formation et donc passer de l'expérience vécue et partagée avec la famille observée à celle de l'expérience vécue et partagée avec le groupe d'observation. En effet, je pense que le lien qui se crée entre l'observateur et la famille est tellement fort que, à certains moments, les observateurs peuvent éprouver un sentiment de culpabilité ou une gêne à dévoiler l'intimité de la famille, de laquelle, en quelque sorte, ils se sentent aussi faire partie. Ces difficultés, naturellement, existent pour tout observateur dans toute culture, mais je crois qu'elles existent d'une manière plus aiguë dans une culture qui, comme la culture africaine sénégalaise, donne à la famille et à l'appartenance au groupe une importance centrale. J'ai l'impression, en quelque sorte, que l'observateur vit comme un sentiment de double appartenance. Appartenance à la famille observée d'une part et au groupe de travail d'autre part. Ces deux niveaux d'appartenance se complexifient puisqu'ils ont des liens étroits avec la famille d'appartenance de l'observateur et son institution d'appartenance. Ces différents niveaux étaient présents d'une manière beaucoup plus importante que dans des expériences d'observation faites dans des cultures occidentales. Dans l'expérience sénégalaise, je pense que l'observateur devait faire un travail supplémentaire à l'intérieur de lui pour protéger et séparer ces différents espaces. Ainsi, pour les observateurs hommes que nous avons eus dans le groupe, aller observer un bébé pouvait être vécu, surtout au début, comme accepter un rôle de responsabilité vis-à-vis de l'enfant et de la famille. Par ailleurs, les parents, surtout les pères, semblaient en attente de transmettre à l'observateur un rôle, entre guillemets, paternel ou grand-parental, que nous pouvons trouver aussi dans notre culture, mais dans la culture sénégalaise, cela semble prendre, encore une fois, une place bien plus importante. La situation qui m'avait le plus frappée était celle de l'observateur du bébé Raki. Cet observateur, à la 6e observation, lorsque le bébé avait 33 jours, à la fin d'une séance d'observation, puisque c'était le moment de la prière, le père avait invité l'observateur à diriger la prière, alors que normalement c'est l'homme de la famille qui assure cette fonction. Pour le groupe, cette demande était aussi un signe de l'investissement de l'observateur par toute la famille et d'une reconnaissance de l'importance de sa place. Dans l'observation d'une autre observatrice, cette fois-ci femme, la maman du bébé, qui vivait avec sa propre mère et ses enfants, avait aussi très rapidement investi l'observatrice d'un rôle maternel et lorsqu'elle parlait de son bébé à l'observatrice, elle le nommait « ton bébé ».
comme si, tout naturellement, l'observatrice était aussi une maman du bébé observé. Par ailleurs, les observateurs nous ont parfois confié que leur propre famille d'appartenance semblait aussi avoir adopté les bébés observés, même si elle ne les avait jamais rencontrés. C'est ainsi que, par hasard, un jour, en rencontrant la femme d'un observateur, elle m'avait dit, oui, moi je considère que le bébé que mon mari a observé est un peu aussi notre bébé. Voilà. Je voudrais maintenant passer à un autre thème qui est le thème du regard. Comme vous savez, l'observation du bébé nous confronte dans toute culture au monde visible, à ce qui se donne à voir, mais aussi, plus profondément, au monde non visible. Ce non visible, comme on le disait hier, est associé à la dimension psychique interne que l'observateur accueille à l'intérieur de lui à l'aide du travail du groupe et du formateur dans le séminaire. C'est une dimension à laquelle nous sommes confrontés tout le temps dans l'observation, puisque on pourrait dire que le but de l'observation est non seulement une description la plus détaillée possible du monde visible et observable du bébé et de sa famille, mais aussi, et plus profondément, le monde non visible. On pourrait dire, avec une formule un peu lapidaire, que le but de l'observation, c'est de voir au-delà du monde visible, le non visible et le non vu. Alors, si nous allons un peu plus loin, nous pouvons dire également que cette dimension du non visible est proche de l'invisible, du monde animiste et mystique, dimensions qui sont tellement importantes dans des cultures non occidentales. En effet, lorsque nous nous trouvons dans une culture non occidentale, comme la culture sénégalaise ou d'autres cultures africaines, cette dimension du non visible occupe une place centrale. Par conséquent, le regard peut être chargé de différentes connotations. Ça peut être un regard prédateur, un regard intrusif, un regard malveillant ou aussi un regard bienveillant. Lorsqu'il s'agit d'un bébé, ces dimensions seront d'autant plus présentes et importantes et il y aura d'autant plus le besoin de protéger le bébé des aspects persécuteurs et malveillants liés au regard. On pourrait alors se demander, dans le cas de familles sénégalaises qui ont permis à un observateur de leur même culture de venir observer un bébé, qu'est-ce qu'elles donnent à voir, ces familles? Qu'est-ce que l'observateur lui-même aussi transmet au groupe de travail de cette expérience d'observation? Et aussi, qu'est-ce qu'il ne peut pas dire? Qu'est-ce qu'un formateur qui provient d'une autre culture, comme moi, peut-il voir ou ne pas voir? Donc, comme vous pouvez le deviner, par toutes ces questions, c'est un peu comme s'il y avait différents filtres à travers lesquels l'expérience qu'on pourrait appeler à la suite de Bion, l'expérience en O, non communicable, va se passer. À partir de mon expérience de formation au Sénégal, je suis toutefois convaincue que
malgré tous ces filtres de nature culturelle et psychique, quelque chose de très authentique se communique et va nous permettre une connaissance suffisamment bonne du développement d'un bébé dans sa famille et dans son contexte culturel. À ce propos, je pense que le travail du groupe pendant le séminaire, travail auquel je donne beaucoup d'importance, nous apporte des éléments essentiels de compréhension. Venons donc maintenant à la question qui nous paraît centrale. Qu'est-ce qui est donné à voir dans une observation? Qu'est-ce qui est visible et qu'est-ce qui est non visible ou invisible? Qu'est-ce qui se cache? Si notre culture est une culture dans laquelle la dimension du visible et celle du regard sont très importantes, la culture traditionnelle sénégalaise est une culture dans laquelle on ne donne pas à voir. Et souvent, on ne nomme pas ce qui est émotionnellement très important. Cela dans le but de protéger ce qui, intimement, a le plus de valeur. Pour cette raison, aussi, on ne nomme pas la beauté, on n'en parle qu'en négatif. Par exemple, on ne dit pas de quelqu'un qu'il est beau, mais on dit plus facilement qu'il n'est pas beau, en voulant dire qu'il est beau. De la même manière, on ne nomme pas facilement les émotions et les sentiments qui représentent aussi la partie la plus belle et la plus précieuse de notre monde interne. Lorsqu'il s'agit d'un bébé, nous nous rendons compte au cours d'une observation que l'un des plus puissants moyens de construction psychique est représenté par le regard. À partir des 2-3 mois, le regard du bébé est souvent décrit par l'observateur comme un regard curieux, intéressé, comme s'il découvrait l'espace psychique interne de l'autre dans lequel il voudrait pénétrer par le regard. Cet aspect pénétrant du regard a été très bien décrit par la psychanalyste française Geneviève Hague, qui souligne la différence aussi entre une qualité plus adhésive du regard pendant les premiers mois du bébé et une qualité plus pénétrante du regard à partir des 2-3 mois. Donc, en général, l'œil, le regard, est l'un des plus puissants moyens de communication humaine. C'est un moyen majeur d'expression des émotions, des sentiments bons et mauvais. Il comporte un langage parfois caché qu'il faut déchiffrer. C'est en ce sens qu'il faut aussi pointer toute l'ambivalence du regard et le mauvais œil. Donc, pour tenter d'explorer l'œil, le regard, dans ses significations et sa portée dans la culture sénégalaise et son impact sur l'observation des bébés que nous avons effectuée, je citerai Oumouli Kane, qui est une collègue sénégalaise, psychothérapeute, psychanalyste, qui parle de la force destructrice de l'œil, de la main qui touche ou de la parole, plus particulièrement de la pointe perfide de la langue. Pour elle, ces forces destructrices attaquent le sujet ou le rendent malade, fou, ou provoquent sa mort ou son échec social. En fait, nous dit encore Oumouli Kane, ce qui peut nuire à l'autre, c'est le fait de le regarder finement. Ce que l'on craint, c'est l'intensité du regard. En ce sens, même si la personne qui regarde est, entre guillemets, propre,
c'est-à-dire n'est pas un sorcier. Donc, regarder quelqu'un finement, intensément, peut lui porter préjudice en provoquant chez lui des troubles psychomoteurs, des maladies ou même la mort. Une maman, par exemple, racontait que son fils était tombé malade et la guérisseuse qui l'avait examiné avait conclu que c'est l'œil de son père qui l'a attrapé. Du côté de la thérapie traditionnelle, certains guérisseurs soignent aussi par l'œil, par l'énergie que le regard dégage. Le guérisseur pose un regard fixe sur le membre malade et le patient sent une certaine chaleur. Ces séances sont répétées plusieurs fois et il s'ensuit une amélioration ou une guérison. Oumouli Khan ajoute que pendant la colonisation, comme vous savez, le Sénégal était une colonie française, il y avait un malentendu culturel qui régnait entre les patrons et les sujets. Les Africains étaient taxés de surnois, de menteurs, de faux, parce que quand ils parlaient à leurs patrons, ils ne les regardaient pas. Alors que, par contre, la bonne éducation africaine inculque à l'individu la pudeur du regard, de l'œil. Ainsi, il est interdit de regarder son supérieur, qu'il soit enseignant, marabout, patron, parent, beau-parent, etc., quand on lui parle. En ce qui concerne la relation entre la mère et le bébé, il ne faut toutefois pas penser que les mères sénégalaises ne regardent pas leur bébé. Au contraire, le regard de la mère est très important. Dans l'éducation traditionnelle, l'œil de la mère a une fonction de communication majeure. La mère, en présence de personnes devant lesquelles elle ne peut parler ouvertement à son enfant, le regarde d'une certaine façon et l'enfant décode le message que sa mère lui envoie et exécute la tâche induite. Donc, l'œil, le regard n'a pas uniquement une fonction persécutrice, mais il faut souligner les fonctions protectrices, structurantes de l'œil dans la culture sénégalaise et du regard de la mère posé sur son enfant. En effet, sous l'œil bienveillant de la mère, nous dit encore Oumouli Khan, l'enfant grandit, il devient solide et résistant à toutes les agressions physiques ou mystiques aussi venant de l'extérieur. L'on attribue donc un grand pouvoir au regard maternel. Dans les croyances traditionnelles, on dit même que la mort a honte de l'œil de la mère. Quand un enfant agonise, tant que la mère est présente, l'enfant ne meurt pas, car la mort a honte de ravir la vie de cet enfant sous l'œil de la mère. Pour délivrer l'enfant, les matrones font sortir la mère. Il en est de même quand un parent agonise. On fait sortir les enfants pour la même raison. Nous pouvons donc comprendre, vu la puissance qui est attribuée au regard, l'importance qui est donnée à une certaine discrétion du regard. Ne pas regarder, ne pas trop regarder, nous dit Oumouli Khan, c'est donc accorder à l'autre la sutura, le voile. Cet interdit du regard met en jeu toute l'ambivalence des relations humaines qui sont transmises à l'autre par l'œil, le regard. Un organe qui est dynamique, actif,
avec une fonction qu'on pourrait aussi qualifier de projection des émotions d'une part et de pénétration dans le monde psychique de l'autre d'autre part. Dans la culture occidentale, on peut penser à tort que les mères africaines ne regardent pas le bébé ou pas assez. Cela ne correspond toutefois pas à la réalité parce que le regard peut être utilisé dans un but de communication très subtil dont l'observateur occidental peut avoir beaucoup de mal à comprendre les nuances. Ce malentendu culturel peut aussi amener les professionnels de la santé, chez nous, à stigmatiser une mère africaine qui ne regarde pas ou pas assez son bébé, alors que, avant d'émettre ce type de jugement, nous devrions connaître l'arrière-plan culturel dans lequel a vécu la mère. Je vais maintenant aborder ce fantasme de mauvais œil et de mauvaise langue dans l'observation. Lorsque nous avons commencé l'observation du bébé au Sénégal, une question s'était d'emblée posée comme une sorte aussi de résistance que certains participants au groupe de travail exprimaient en ces termes. Comment observer un bébé en Afrique où la notion de persécution, de mauvais œil est très présente, ou quand on peut nous prendre comme un sorcier. Donc, le fantasme du mauvais œil était présent, tout d'abord chez les futurs observateurs et le groupe. Lorsque l'observation a commencé, il pouvait se manifester à certains moments de l'observation, par exemple lorsque le bébé pleurait. Cela éveillait la croyance assez enracinée dans la culture sénégalaise que certaines personnes font pleurer un enfant par leur présence et à cause du fait que leur regard s'est posé sur le bébé. Lorsque, par exemple, une des observatrices du groupe était laissée seule avec le bébé dans le salon, ou lorsqu'on lui donnait le bébé dans les bras, celle-ci sentait une certaine inquiétude et écrivait, « Je ne souhaite qu'une chose, que le bébé joue calmement jusqu'au retour de sa maman. » Ces pleurs, donc, étaient fort redoutés. Et si le bébé pleurait lorsqu'elle était seule avec lui, elle commençait alors à réciter des versets du Coran pour l'apaiser. Mais le bébé aussi, à certains moments, pouvait être investi d'un pouvoir qui touche la capacité de voir, gis en Wolof. En effet, les bébés sont considérés aussi comme des intermédiaires entre le monde invisible et nous. Et ils ont la capacité de sentir ce que nous ne pouvons pas percevoir. Donc, certains bébés peuvent également être investis comme des porte-malheurs parce qu'ils auraient le pouvoir de capter le mal qu'il y a dans l'autre. Donc, comme vous voyez, les angoisses qui touchent à l'aspect intrusif de l'observation sont présentes pour l'observateur bien avant le début de l'observation et même avant la naissance du bébé. En effet, dans la société traditionnelle africaine, parler d'un enfant qui n'est pas encore né pose aussi problème, vu les mythes et les coutumes qui interdisent de parler de la naissance et du développement du bébé. Et donc, il est difficile de venir voir une femme enceinte dans ce contexte culturel parce que parfois elle cache la grossesse pour des raisons
des raisons religieuses. Et culturellement, on ne demande pas comment une grossesse évolue, mais on attend. Toutefois, ces croyances traditionnelles n'ont pas empêché les observateurs de rencontrer des femmes enceintes et dans un des groupes d'observation, l'observateur avait suivi la future mère et avait eu avec elle quelques entretiens dans le cadre de la consultation prénatale. En tant que formatrice, j'ai souvent considéré le regard de l'observateur comme un regard bienveillant, respectueux, rêveur, contenant. L'observation du bébé nous apprend aussi que le regard est un puissant moyen de projection d'émotions primitives. Comme le disait une participante du séminaire au Sénégal, elle disait « le regard dévoile » ou même, pourrait-on dire, le regard pénètre à l'intérieur du psychisme de l'autre et risque de lui faire vivre un sentiment d'intrusion, comme si ses contenus psychiques étaient dévoilés et sa beauté intérieure pouvait être détruite. Donc, vous voyez que le fantasme de mauvais œil était présent et actif, surtout chez les observateurs. Et nous avons remarqué à partir de petits détails que lorsque, par exemple, le bébé était au sein, une des observatrices du groupe ne pouvait pas regarder le bébé téter. En même temps, ces exemples nous montrent aussi combien le vécu de l'observatrice était proche de celui de la mère. C'est presque comme si elle pouvait se charger, par sa position d'observatrice, des aspects persécuteurs liés à la relation entre le bébé et sa mère. On pourrait même avancer l'hypothèse que le regard de l'observatrice détoxifiait certains éléments de la relation mère-bébé, comme si elle la libérait des mauvais aspects ou des mauvais esprits. Dans tout cela, naturellement, il y avait aussi une part qui venait de l'observatrice elle-même. Donc, au fond, l'observation pourrait aussi avoir une connotation dans ce type de culture de capter la vie du bébé, sa vie psychique et même sa vie tout court. N'oublions pas que le Sénégal était un pays dans lequel la mortalité infantile avant la première année est encore très élevée. Nous comprenons alors pourquoi, dans la culture sénégalaise, on ne nomme pas les qualités de l'enfant. Par exemple, comme je disais, on ne dit pas d'un enfant qu'il est beau, mais on dit qu'il est plus beau que quelqu'un. On emploie souvent le comparatif. Comme je disais, on ne nomme pas les choses d'une façon trop directe, surtout s'il s'agit de choses belles et précieuses, comme celles qui concernent le bébé. Cela se fait dans le but d'éviter donc le malheur, la langue qui coupe et qui pourrait endommager la beauté et la fragilité qui y sont associées. Cette question était très présente à plusieurs moments de l'observation des bébés observés. Et l'exemple le plus parlant pour moi, c'est un moment de l'observation du bébé Amina lorsqu'elle avait 39 jours. Au cours de cette observation, l'observatrice assiste totalement fascinée au travail de la maman qui est couturière et qui termine sous ses yeux une magnifique robe décorée de perles. L'observatrice est tellement fascinée qu'elle ne peut s'empêcher, peu avant son départ,
de demander le prix de la robe. Nous voyons dans cet exemple que lorsqu'il se passe quelque chose de trop intense sur le plan émotionnel, c'est très difficile pour l'observateur de s'empêcher d'agir. Mais ce que je voudrais souligner dans cet exemple, c'est surtout la fascination de l'observatrice pour ce qu'elle a appelé, en parlant de la robe, le chef-d'œuvre de la maman. Je suis convaincue, pour ma part, que le vrai chef-d'œuvre de la maman était son bébé. C'est elle qui, semaine après semaine, se développait sous les yeux de l'observatrice et provoquait en elle tant d'émerveillement, mais aussi, à certains moments, tant d'angoisse. Cela fait penser à ce que Donald Meltzer a développé par rapport au conflit esthétique et à la violence dans le conflit esthétique. Donald Meltzer nous dit le matériel psychanalytique et l'observation des bébés déclarent, comme le font les poètes, que le conflit esthétique en présence de l'objet précède les conflits de séparation, privation et frustration auxquels tant d'importance a été donnée. Et je pense qu'avec Meltzer, nous pouvons dire que l'impact émotionnel avec l'objet et avec la beauté interne, tout comme la beauté de la rencontre entre le bébé et sa famille, éveille aussi des modalités plus archaïques de défense, celles que Melanie Klein décrit dans la position schizoparanoïde. Ces défenses visent à annuler la douleur psychique que vit le bébé et l'observateur, par sa position, sera très sensible à ces formes primitives de douleur psychique. Nous pouvons penser que lorsque l'observateur se trouve face à des émotions, à des moments intenses de beauté dans le développement d'un bébé, il éprouve parfois aussi des sentiments forts d'envie ou de culpabilité qui lui rendent plus difficile sa tâche d'observateur. Ces moments peuvent être particulièrement intenses avant la naissance du bébé ou à des moments de relations très intimes comme le nourrissage au sein, qui peuvent pas être trop regardés par les observateurs, de crainte probablement de les abîmer. Cela se produit également à des moments où la maladie et les angoisses de mort deviennent plus intenses et le bébé est menacé par rapport à ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire sa vie. À certains moments, il a été important pour le groupe de formation que j'animais d'avoir fait l'expérience de vivre ensemble ces angoisses de mort et de découvrir que, au-delà, c'était la vie. Un autre aspect que j'aimerais encore développer avec vous avant les conclusions, c'est le regard sur l'autre dans des situations professionnelles. En fait, en tant que... Nós temos 10 minutos até às 11 horas. Dá para concluir até às 11? Para a gente deixar meia hora para perguntas? Oui. Ok. Dites-moi, est-ce que je passe directement aux conclusions? Ben, peut-être c'est un peu court. São 10 para as 11. Nós podemos ir até às 11 horas. C'est peut-être un peu court. On va passer aux conclusions. Dites-moi qu'est-ce que vous préférez. Vanise, eu não te ouço. D'accord. Donc, je vais conclure.
Donc, nous avons voulu souligner avec cette présentation toute la complexité pour les observateurs et le groupe, et aussi pour la formatrice, de travailler en ayant un bagage culturel avec des croyances mystiques et religieuses qui sont très enracinées. Toutefois, je voudrais aussi un peu nuancer ce propos, puisque ces difficultés dans l'observation existent et se manifestent dans toute culture, pour tout observateur et dans tout groupe de travail. Elles font partie des résistances à l'observation avec lesquelles nous devons travailler en tant que formateurs. Certes, dans notre culture, le regard a une connotation beaucoup plus positive, entre guillemets, étant souvent lié à l'attention et à l'empathie. Cela dit, je rencontre régulièrement dans l'expérience de formation chez nous, surtout au début, des angoisses chez les observateurs qui sont décrites en termes aussi de crainte d'intrusion dans le monde psychique et dans la vie intime d'une famille. Beaucoup d'observateurs occidentaux expriment également une crainte de trop regarder le bébé ou de venir capter quelque chose de précieux lié à la vie psychique et émotionnelle du bébé. En effet, toute expérience d'observation du bébé amène aussi des fantasmes de captation de sa vie émotionnelle et psychique. Toute expérience d'observation du bébé suscite des résistances et des fantasmes d'intrusion dans toute culture, y compris dans nos cultures psychanalytiques et dans nos cultures occidentales. En même temps, nous avons, en tant que formateur, grâce à notre formation psychanalytique et à notre pratique de l'observation, les outils nécessaires pour travailler ces résistances dans tout contexte culturel. C'est cela qui va nous permettre de travailler dans des contextes culturels très différents, sans crainte d'importer une méthode, mais plutôt dans un esprit que l'observation nous enseigne, d'être toujours en train de découvrir quelque chose de nouveau. Je crois que la position de non-savoir et la recommandation de Esterbik, lorsque vous observez, vous ne savez pas, peut beaucoup nous aider, et cette recommandation s'accorde bien à celle que Bion faisait aux analystes, d'être sans mémoire et sans désir. C'est ce même état d'esprit que nous retrouvons dans l'approche de Esterbik. Au cours de ces séminaires, en effet, elle recommandait d'apprendre à observer en essayant de se libérer de tout ce que l'on sait ou l'on croit savoir. En effet, par rapport à d'autres applications psychanalytiques de l'observation, ce qui caractérise la méthode d'Esterbik est sa position beaucoup plus ouverte face à la théorie. Dans des observations pratiquées par des analystes, il y a souvent, en effet, un souci d'étayer des hypothèses théoriques concernant le développement infantile. Ce souci n'est pas toujours avoué, mais il s'agit souvent, pour l'observateur analyste, d'intégrer des hypothèses sur le développement du bébé dans un corpus théorique préexistant ou de développer de nouvelles hypothèses théoriques. Esterbik et ceux qui pratiquent cette méthode dans le même esprit recommandent par contre à l'observateur de s'approcher à la réalité observée avec le moins de préjugés théoriques possible. L'observateur ne va pas vérifier des hypothèses théoriques, mais va observer une situation bien particulière et unique d'un bébé à l'intérieur de sa famille. L'accent est donc mis sur l'aspect
de découverte que cette expérience représente et pour l'attitude mentale sera la plus ouverte possible pour accueillir à l'intérieur de soi une réalité en devenir. Alors, certains collègues formateurs ont exprimé au cours du congrès de Dakar, qui a été un grand moment de rencontre pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'observation du bébé, ont exprimé leur crainte d'importer une méthode qui est née dans notre culture occidentale. Ce souci, qui est sans doute justifié, ne tiennent toutefois pas compte d'un aspect essentiel de l'observation selon Esterbik. Cet aspect essentiel, c'est le respect pour le bébé et sa famille et la dimension éthique qui constitue la règle essentielle de cette méthode. Cela est valable, à notre avis, dans toute culture et nous apprend à nous mettre toujours dans une position d'humilité et de non-savoir. Nous croyons que cette position est la meilleure garantie contre les dangers de colonisation culturelle. Tout comme l'observateur dans la famille, lorsque nous allons observer dans une autre culture, nous allons pour apprendre, pour découvrir et pour nous laisser surprendre. En tant que formatrice, l'expérience de formation au Sénégal m'a beaucoup appris et le groupe de travail m'a beaucoup aidé à comprendre le développement du bébé en lien avec la culture sénégalaise. En effet, je me suis rendu compte que l'imprégnation régulière pendant ces dernières années dans le bain culturel sénégalais a progressivement transformé ma façon de travailler. Comme je disais au début, ce qui caractérise notre expérience au Sénégal, c'est la création d'un nouveau modèle de formation dans lequel nous donnons beaucoup d'importance aux liens que nous pouvons faire entre le développement du bébé dans sa famille et l'arrière-plan culturel. En général, les participants au séminaire apprécient ce type de regard et ont un certain plaisir à me faire découvrir des aspects de leur culture que je ne connais pas. Je crois que la présence d'un formateur étranger ne doit donc pas être vue comme un danger de colonisation scientifique. Au contraire, je pense que le formateur venant d'une autre culture peut aussi amener un regard tiers qui est source de questionnement. Et cela est possible si le formateur reste en même temps observateur au sens de Esterbik, en gardant la position de non-jugement et d'humilité qu'elle préconisait. Dans mon expérience, il s'agit aussi de jeter un regard neuf sur des phénomènes installés depuis longtemps dans la culture sénégalaise. Ce regard peut être parfois naïf, curieux, critique, surpris ou fasciné. À ces moments, il faut éviter aussi une sorte d'idéalisation ou, au contraire, une dévalorisation qui exprime toujours un clivage profond et une incompréhension de phénomènes complexes. En conclusion, après la rencontre avec le Sénégal, les observateurs et les bébés observés, j'ai ressenti une transformation, non seulement dans ma manière de travailler, mais aussi plus profondément dans ma manière d'être et d'être au monde. Le terme de métissage qu'on utilise habituellement semble bien correspondre à cette expérience de rencontre et de transformation. Un réel métissage se crée lorsque
deux cultures, deux modes de pensée se rencontrent, se découvrent et parviennent chacun à apprendre quelque chose de l'autre sans toutefois renoncer à ce qui leur appartient. L'Afrique est un continent qui a une grande richesse. C'est sa richesse humaine, sa richesse aussi de savoir traditionnel qui reste vivant, à partir desquels nous avons beaucoup à apprendre. Je pense que c'est aussi un continent ouvert qui ne veut pas se replier sur lui-même et qui me semble avoir une grande soif d'expériences nouvelles. Je crois qu'en tant qu'Occidentaux, nous nous approchons parfois du continent africain avec une certaine culpabilité ou idéalisation qui peuvent rendre plus difficile la rencontre. En ce qui me concerne, la signification la plus profonde de cette rencontre touche la transformation que j'ai pu ressentir dans ma façon de travailler avec le groupe sénégalais grâce aux apports de chaque participant et grâce aux observateurs qui, malgré des conditions parfois difficiles, ont pu poursuivre leurs observations avec l'accompagnement de tout le groupe jusqu'aux 3 ans du bébé. Je considère cela comme une preuve de réelle capacité d'intégration de la méthode d'observation et de métissage créatif qui n'aurait probablement pas donné les mêmes fruits s'il s'agissait seulement d'une greffe hétérogène qui aurait probablement créé une réaction de rejet de transplantation. Notre projet concernant la formation à l'observation du bébé au Sénégal est plutôt le fruit, je pense, de véritables rencontres. J'ose imaginer que de ces rencontres a été conçu un nouveau bébé qui porte en lui toute la beauté et la complexité de ces moments. Voilà, je vous remercie beaucoup. Muito obrigada, doutora Rosela. Nesse espaço virtual, a gente não pode aplaudir, mas mesmo assim eu aplaudo, porque nos traz uma experiência muito rica e muito nova para muitos de nós, eu imagino para a maioria de nós. Então, agradeço muito a sua fala. Nós vamos agora passar para as perguntas. Então, eu vou só relembrar o pessoal. Nós não estamos recebendo perguntas através do chat, só através daquela raise hand, a mãozinha que está na base do computador, ou talvez para alguns tem que entrar no participantes e depois procurar a mãozinha também na base de ferramentas. A mãozinha, ela nos coloca em ordem, né? Então eu vou chamar de 2 em 2 para a gente poder aproveitar mais o tempo, e eu peço que cada pergunta não ultrapasse, por favor, 2 minutos. Eu já tenho vários inscritos aqui. Por favor, Grayson, vamos colocar a doutora Luciane Falcão e a doutora Léa Lubianca Torman, para elas começarem com as nossas primeiras perguntas. A última coisa, assim, para alguém que ainda possa se atrapalhar com a tradução, ali embaixo na base tem um globo, onde a pessoa clica e escolhe a língua, e a gente propõe que fique, principalmente agora na hora das perguntas, num idioma só, de preferência português, porque daí fica mais tranquilo. Então, doutora Luciane Falcão, com a palavra. Olá, bom dia. Rosela, um prazer de te rever aqui. E eu teria, assim, muitas questões que certamente passariam dos 2 minutos. Então, eu vou tentar ser bem sucinta, né? A primeira questão, assim, Rosela, assim, já conheço um pouco o teu trabalho no Senegal e realmente, eu acho que é uma coisa espetacular, né, o que vocês fazem lá, através da observação de bebês, enfim. Teriam questões, né, com relação a essa entrada, que de uma certa forma tu já falaste, mas eu tenho 2 pontos, né, principais. Rosela, eu gostaria de te ouvir, né, a respeito da questão hermenêutica, né, na observação de bebês.
Se na análise, né, no processo analítico, a gente entende, né, que tudo passa, né, pela mente do analista, enfim, eu gostaria de te ouvir, né, como é que tu pensa essa questão do que será interpretado, a questão hermenêutica na observação de bebês. E a segunda questão tem a ver com o método que ontem tu falavas, e que eu me lembrei muito, né? A gente muitas vezes discutia lá na FOBEB a questão... Luciane, excuse-moi, Luciane, est-ce que tu peux développer un peu cette question? Da hermenêutica? Quelle est ta question? A minha questão é saber como tu pensas aquilo que passa, por exemplo, quando eu estou observando um bebê, né, eu vou observar este bebê com o meu aparelho psíquico. Portanto, na hora que eu vou relatar, eu posso estar relatando de acordo com uma interpretação daquilo que eu vi. Então, é uma questão muito específica do método, a gente já discutiu muito isso, mas eu acharia importante, né, que tu pudesse falar para como é que tu enxerga isso, porque eu acho que é importante. Eu não sei se eu fui clara, Rosela. E o segundo aspecto, Lu? E o segundo aspecto é a questão técnica, né, que entra o papel do intermediário. Né? Quem é a pessoa, né, que escolhe a família, né, que está entre o observador e a família. Né? Eu tenho uma hipótese, por exemplo, que este intermediário, como ele conhece o observador e como ele conhece a família, há algo no inconsciente deste intermediário que coloca o observador na família tal e não em outra, né? Por alguma questão. Então, queria te ouvir com relação a isso. A gente teria muitas coisas, né, Rosela, para seguir pensando. Obrigada, Luciane. Passo a palavra para a Léa. Olá, Rosela. Está sendo um prazer muito grande te escutar e uma experiência transformadora desde ontem, né, poder participar desse encontro contigo. Eu gostaria de me referir a algo, num primeiro momento, que tu falasse ontem, né, juntando com a conferência de hoje, que é sobre a cor das emoções, né, que tu nomeasse como algo presente, né, nesse processo da observação de bebês. A segunda questão seria uma analogia que eu faço entre o olhar do observador e o olhar do poeta, né? No sentido de que, ao fazer, como a gente diz... Pardon, quelle est la question par rapport à... ao fazer um desvio poético daquilo que é comum, cotidiano, né? O poeta promove esse encontro receptivo com o outro, né? A gente diz que um poema bom não é o poema que a gente lê, é o poema que nos lê, né? Nesse sentido, parece que o observador, como uma presença emocional não intrusiva, ele, ao mesmo tempo, abre essa condição de receber o outro em si, né? Receber a receptividade ao inconsciente e, ao mesmo tempo, esta condição de outrar-se, né? De se colocar empaticamente e de uma maneira livre no lugar do outro, né? Nesse sentido do olhar do poeta e do observador, eu gostaria que tu falasse sobre a cor das emoções e a liberdade que concede a poesia e a observação de bebê. Muito obrigada. Obrigada, Léa. Com a palavra, a nossa conferencista.
Eh bien, merci beaucoup pour ces questions. D'abord, je suis contente de revoir Luciane, que j'avais vue à Porto Alegre il y a très longtemps. Donc, voilà, Luciane, je profite de cette conférence pour te saluer et te dire que je suis contente de te revoir après tant d'années. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Alors, la question de l'interprétation. Moi, je pense que lorsqu'on fait de l'observation du bébé, on n'est pas dans l'interprétation. Ce n'est pas, malgré la similitude dont on a parlé hier entre observation du bébé et observation analytique, ce n'est pas une situation qui est tout à fait la même, naturellement, parce qu'on peut parler effectivement d'utilité de l'observation et d'utilisation de l'observation dans la situation analytique, mais naturellement, les deux situations sont différentes. Donc, il ne faut pas non plus superposer l'une à l'autre. Moi, de mon côté, je préfère plutôt parler d'un travail de transformation qui se fait au cours d'une observation. L'observation, c'est avant tout une transformation qui se passe quand tout va bien, naturellement, qui se passe à l'intérieur du psychisme de l'observateur. Et c'est vrai aussi qu'au cours d'une observation, nous pouvons avancer des hypothèses interprétatives, si vous voulez, sur le développement du bébé. Mais je n'appellerai pas ce travail un travail d'interprétation, dans le sens que justement Esterbik nous recommandait très, très vivement d'éviter d'avancer des interprétations et d'être plutôt à l'écoute de ce processus de transformation auquel le bébé nous convie, dans le sens que si on est dans un travail d'interprétation, je pense qu'on aurait beaucoup plus difficile à passer d'une pensée à l'autre. Et je crois que l'intérêt de l'observation, c'est justement de rester dans cette ouverture de la pensée qui nous permet d'avancer des hypothèses. Et donc, on peut très bien à un certain moment avancer une hypothèse et nous rendre compte à la séance suivante, à l'observation suivante, par exemple, que cette hypothèse n'a pas été confirmée. Et donc, on doit tout le temps être dans cette disposition de l'esprit qui nous permet de passer d'une pensée à une autre, d'une hypothèse à une autre, et ne jamais trop nous fixer sur une interprétation plus au sens psychanalytique, je dirais. Donc, pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose. S'il s'agit d'un travail qui peut être un travail interprétatif, c'est toujours un travail qui est plutôt d'hypothèse, de recherche d'une pensée qui pourrait être en lien avec ce que le bébé est en train de vivre à ce moment. Donc, ça, c'est ma position. En ce qui concerne la question de Léa, oui, merci beaucoup Léa d'avoir fait ce lien entre le regard
qu'on pourrait dire, du poète et le regard qui est suscité par l'observation du bébé. En effet, je pense qu'il y a des liens très, très intimes et que, effectivement, le bébé nous confronte aussi et surtout à un impact émotionnel très fort et nous devons être dans cette ouverture qui nous permet justement de voir la beauté aussi, la beauté des moments de développement. C'est un peu ce que j'ai essayé de décrire au cours de cette expérience sénégalaise, dans laquelle en même temps les observateurs étaient très, très touchés par cette beauté d'impact émotionnel avec le développement d'un bébé, et d'autre part, avaient aussi cette position plus défensive qui faisait qu'il n'était pas possible à certains moments même de regarder ce qui était tellement beau et tellement fascinant. Et cet exemple de la robe que l'observatrice admirait, regardait avec tellement de fascination, nous montre bien qu'en quelque sorte, elle faisait aussi un déplacement sur la robe. C'était aussi un peu défensif, le fait de regarder, d'admirer tellement cette robe, alors que ce qui la fascinait profondément était finalement le développement du bébé et la beauté du développement, la beauté des processus de développement. Et effectivement, si nous avons cette sensibilité qu'on peut, sans crainte, définir aussi une sensibilité poétique, nous pouvons être effectivement à l'écoute de certaines zones et certains moments du fonctionnement psychique d'un bébé qui peuvent, comme je disais, aussi susciter une certaine crainte, une certaine angoisse. Et nous trouvons peut-être aussi parfois dans la même position que cette observatrice sénégalaise. Et voilà. Par ailleurs, entre parenthèses, les robes sénégalaises sont réellement magnifiques. E imagino que os bebês também, só que os vestidos têm preço. Bom, Grayson, por favor, vamos chamar a doutora Ingeborg e a doutora Mary Wolff para fazer as perguntas. Ingeborg, liga teu som, teu microfone, por favor. Obrigada. Alô, bom dia. Bom dia. Quero agradecer, sobretudo, as contribuições e o que temos ouvido. E de ontem para hoje, aprofundando o tema, após a conferência de ontem, tivemos uma mesa redonda onde surgiu uma questão que agora podemos desenvolver mais com a conferência de hoje, que é a última parte sobre a miscigenação, que encontrei como riquíssima. E gostaria que tu pudesse falar mais um pouquinho sobre isso. Surgiu uma questão por que há uma resistência, às vezes uma certa desvalorização do trabalho de observação para quem não iniciou, né? E eu acho que tu respondes, desenvolves mais o assunto quando confronta justamente como no conflito estético, por exemplo, do encontro do externo com o enigmático interno, certo? Então, eu penso que isso é uma fonte difícil, sim, desafiadora,
e que, em geral, nos encontramos muito mais confortáveis quando já tem palavras, né? O mundo da observação é muito o mundo do que não se coloca em palavras ali, né? Então, esse trânsito do pré ao verbal, creio que é um grande... Gostaria de te ouvir, mas que talvez é o grande problema que a miscigenação com outra língua, outra cultura com outra língua, deve ter apontado justamente para esse desafio, né? Ou nos coloca com a observação sempre nessa situação de lidar com o não conhecido, com o estrangeiro nesse sentido. Muito obrigada. Obrigada, Ing. Mary, tens que ligar o teu microfone. A palavra está contigo. Bom dia, doutora Roselar. É uma grande satisfação lhe ouvir desde ontem e eu fiquei encantada com essa experiência no Senegal, né? Eu imagino que é uma experiência estética de cores, de sabores e de encontros de pessoas que provavelmente é inesquecível, né? Eu queria juntar um pouquinho o que foi falado ontem também com o que foi falado hoje. Acho que a experiência como analista, onde a gente se encontra com o não verbal, né? Com o primitivo, com aquilo que não pode muitas vezes ser falado e ser expresso, nos faz e nos aciona usar outros instrumentos, né? E um dos instrumentos que, para mim, me aciona muito é o olhar. E essa questão do olhar me desafiou já há muitos anos, tanto que eu comecei a fazer observação de bebês para estudar melhor a questão do olhar e como é que o olhar vai contribuir para a estruturação do psiquismo. E a tua fala hoje me fez relembrar toda essa experiência e todo esse investimento e a minha preocupação com o olhar na sessão analítica, né? E com o olhar que vai resgatar a criança e o bebê com a mãe. E a minha pergunta, nesse momento, acho que talvez até depois na tua conclusão tu falasse um pouco, né? Como para ti contribuiu essa experiência da observação de bebês numa cultura completamente diferente, não só para a tua experiência como formadora, mas como analista, porque mesmo a gente não tendo aqui essa experiência tão diferente quanto no Senegal, a gente faz observação de bebês em vilas, em lugares de vulnerabilidade social muito grande, que são outras culturas também, e isso, para mim, contribuiu muito para a minha formação como observadora, mas como analista. E eu queria ouvir um pouquinho isso para ti, como é que foi. Muito obrigada, Mary. Com a palavra, a doutora Roselar. Eh bien, merci beaucoup pour ces deux questions, 4 questions. Voilà, tout d'abord, la question de la question de Inge par rapport à ce processus de métissage. Oui, je pense que le métissage est quelque chose de très important, et je dirais que c'est plutôt quelque chose qui travaille à l'intérieur de nous, dans le sens que de mon côté, par exemple, après cette expérience sénégalaise qui dure quand même depuis un certain temps, maintenant depuis 12 ans. Cette année, j'ai dû malheureusement interrompre mes voyages au Sénégal. Comme vous savez, comme tout le monde, je ne peux plus voyager. Mais voilà, cette expérience de métissage, je la définirais comme un processus qui opère à l'intérieur et qui fait que, par exemple, je suis devenue, on pourrait dire, un peu sénégalaise. En même temps,
je ne suis pas sénégalaise, naturellement. Donc, il y a quelque chose qui s'est métissé à l'intérieur de moi et qui fait que je ne regarde plus la réalité de la même façon. C'est un travail interne qui a opéré en moi, à l'intérieur de moi. Et grâce naturellement à cette longue expérience d'observation du bébé au Sénégal. Alors là, Inge, vous avez aussi touché une question très importante, c'est-à-dire pourquoi l'observation du bébé a eu et a encore en partie, mais surtout dans le passé, a eu tellement de difficultés à être reconnu, y compris naturellement à l'intérieur des sociétés psychanalytiques, à l'intérieur des groupes psychanalytiques. Pourquoi il y a eu tellement de difficultés à reconnaître l'importance et le statut de l'observation du bébé? Eh bien, je crois que ça touche aussi là la question de la résistance. Il est facile, au fond, de voir la résistance plus macroscopique dans le travail qu'on fait, par exemple, au Sénégal ou dans une culture non occidentale, mais cette même résistance opère aussi chez nous. Et c'est tout aussi puissant de voir la force de cette résistance quand on essaye de faire comprendre l'intensité de ce que nous avons pu découvrir et ressentir au cours d'une observation du bébé. Je dirais que l'expérience d'observation du bébé ne peut pas être transmise pleinement si on ne l'a pas expérimenté et vécu soi-même. C'est un peu comme une analyse d'ailleurs. C'est quelque chose qui dépasse aussi un peu nos capacités de pouvoir communiquer. Donc, effectivement, vous dites le monde du bébé, c'est un monde qui ne se met pas en mots. C'est ça que vous avez dit. Et c'est vrai, même si nous essayons de mettre des mots. Nos observations sont des observations écrites. Donc, nous transformons quand même en mots ce que nous avons ressenti, ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu. Mais il y a quelque chose qui reste aussi de l'ordre un peu de l'indicible. Et donc, c'est aussi toute la difficulté de pouvoir transformer cette communication primitive du bébé et de pouvoir en dire quelque chose qui soit communicable. C'est vrai que pour revenir à la question précédente, peut-être la langue des poètes parfois peut plus nous aider que la langue, entre guillemets, scientifique. Et donc, nous devons souvent, effectivement, faire recours plutôt à des images, à des métaphores pour essayer de transmettre l'intensité de ce que nous avons pu découvrir, vivre pendant une observation du bébé. Donc, je crois que ça, c'est une des raisons de la résistance que même du côté psychanalytique, on peut avoir par rapport à ce qui se vit au cours d'une expérience d'observation du bébé. C'est vrai aussi, comme je disais, que souvent la psychanalyse a quand même avancé beaucoup de théories sur
le développement psychique primitif, mais sans prendre ce temps d'observation qui est tout à fait indispensable. Et donc, c'est là que nous pouvons comprendre aussi que avant d'émettre des théories interprétatives du développement psychique d'un bébé, avant de pouvoir faire ça, nous devrions avoir cette disponibilité, cette humilité aussi à nous mettre dans cette position de non-savoir que implique l'observation du bébé selon la méthode de Sterbick. Voilà, donc je termine concernant cette première question, ces deux premières questions qui me semblent vraiment très importantes. Alors, tout ça nous fait aussi passer doucement à la question du regard, effectivement. L'observation nous confronte à toute l'importance du regard. C'est quelque chose que j'ai vécu et ressenti d'autant plus au cours de mon expérience sénégalaise parce que, comme je vous disais, le regard dans ce type de culture est quand même investi d'une connotation assez ambivalente, plus ambivalente encore que dans nos cultures. Dans nos cultures, le regard est souvent très valorisé. Le fait de regarder un bébé est très valorisé, alors que dans les cultures africaines, le fait de regarder un bébé est quelque chose de beaucoup plus ambivalent et même un peu dangereux. Donc, cette expérience m'a fait comprendre encore plus l'importance du regard. Mais comme je disais aussi, le regard n'est pas seulement le regard sur ce qui se passe à l'extérieur, qui est très important, qui est très intéressant naturellement, mais notre regard doit être aussi et principalement un regard interne. Donc, un regard vers ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Et c'est à ce moment-là que, justement, les cultures non occidentales nous font comprendre aussi que regarder ne signifie pas uniquement poser le regard sur une réalité extérieure, mais peut aussi signifier voir autre chose. Et donc, voir autre chose, ça peut être aussi voir des présences inquiétantes ou peut aussi, pour nous, voir toute la dimension psychique interne qui n'est pas nécessairement celle visible par le comportement. Donc, le regard a cette double connotation. Le regard porté sur l'extérieur, porté sur le comportement, mais plus profondément, le regard nous confronte aussi à notre capacité de voir le non-vu. Donc, c'est ça qui est très important dans l'observation du bébé selon Esterbik et qui différencie cette modalité d'observation par rapport à d'autres modalités d'observation, parce qu'il y a beaucoup de types d'observation. Il y a des observations, la plupart, qui s'arrêtent uniquement sur l'aspect comportement. Donc, c'est pas ce type-là d'observation que nous faisons. Nous faisons un autre type d'observation. Alors, oui, dernier aspect de cette question, qu'est-ce que cette expérience d'observation dans un contexte culturel qui n'est pas le nôtre m'a appris et apporté dans ma pratique analytique?
Et bien là, je crois que ce que ça m'a apporté, c'est justement l'importance de cette dimension qu'on peut définir culturelle, dans le sens que chacun a aussi une sorte de culture d'appartenance. La culture, c'est pas seulement quelque chose qu'on peut définir comme étant lié par exemple, à la culture africaine ou sénégalaise, mais je pense que chacun a aussi une culture, un arrière-plan culturel qui le lie et qu'il est très important de connaître cet arrière-plan culturel si nous voulons effectivement avoir un regard plus ouvert sur la réalité psychique de nos patients. Et donc, ce que cette expérience m'a appris, je pourrais dire, c'est une ouverture, une plus grande ouverture vers cette dimension culturelle au sens plus large. Voilà, j'espère d'avoir répondu suffisamment à ces questions qui sont vraiment très, très importantes et fondamentales et sur lesquelles on a intérêt à continuer à réfléchir. Rosela, muito obrigada. Respondeste sim, são muitas perguntas. Eu tenho a árdua tarefa de trazer a realidade do tempo e termos que terminar o nosso olhar sobre esses assuntos, porque estamos na nossa hora de término. Eu peço desculpas ao pessoal que ainda está inscrito, temos vários colegas inscritos, mas que vai ter que ficar para uma próxima vez. Em nome da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, eu gostaria muito de agradecer a tua participação no 4º Encontro de Observação de Bebês Método Sterbic, no 22º Simpósio da Infância e Adolescência da SPPA. E gostaria de convidar todos, porque o simpósio prossegue e às 14 horas a gente tem mais uma mesa, que é a roda de conversa, a infância violada. Rosela, gostaria de te despedir? Gostaria de uma palavra para se despedir ou encerro aqui? Oui, je voulais vous dire que j'étais vraiment moi aussi très très heureuse de cette rencontre qui, malgré les moyens distants, nous a quand même beaucoup rapprochés. J'ai senti un très grand rapprochement, une très grande proximité entre nous. Et donc, j'en suis vraiment très heureuse. J'espère que nous aurons bien sûr d'autres possibilités pour poursuivre ce dialogue, parce que ça m'a aussi donné envie de vous connaître tous beaucoup mieux. Et voilà, votre mot de la fin m'a fait penser que lorsque j'étais allée au Sénégal pour la première fois, des amis m'avaient accompagnée à faire un tour en bateau avec un pêcheur. Et quand le tour en bateau est terminé, le pêcheur m'a dit, avec une très grande sagesse, il m'a dit toute chose a une fin. Voilà, donc j'étais très frappée par sa capacité de traduire en une phrase l'essence finalement de la rencontre et aussi le sens de quelque chose qui se termine. Sim, tudo tem um fim e é uma sabedoria a gente saber reconhecer isso para a gente poder ter outros começos no futuro. E vamos ter muitos. Muito obrigada, doutora Rosela Sandri, muito obrigada, Vanise, muito obrigada pelo convite da SPPA para eu ter a honra de coordenar. E muito obrigada a todos os participantes e, mais uma vez, desculpe, não temos como chamar todas as perguntas. Até uma próxima. Au revoir. À bientôt. Tchau.